En avril 1949, se faisait entendre à Sikro, un petit bourg situé dans l'est du Zhejiang, le son des émetteurs-récepteurs installés dans un petit lotissement retiré et tranquille. Cet émetteur fonctionnait jour et nuit. Plusieurs millions d'hommes de l'armée du Kuomintang étaient commandés par les ondes radioélectriques émises de ce petit bureau. La ville de Nanjing était sérieusement menacée. Plusieurs centaines de dépêches classées top secret affluaient chaque jour à Sikro. Ce petit bourg auparavant inconnu devint en une nuit le cerveau des autorités du Kuomintang. Comment est Sikro en fin de compte? Quel est son passé mystérieux? Le bourg de Sikro est situé à 20 km au sud-ouest de la municipalité de Ningbo et au nord-ouest de la municipalité de Fanghua. Il est dominé au nord par le mont Suedo de la chaîne Seming. C'est un petit bourg du style du sud du fleuve Yangtze. Il est adossé à une montagne et arrosé par la rivière Shanxi. Comme le bourg se trouve au bord de l'embouchure de celle-ci, c'est de là qu'est venu son nom, Sikro, bouche de rivière. Ce petit bourg est petit, mais il a une grande réputation, car il est le lieu de naissance de Chiang Kai-shek, une figure qui a marqué la Chine des temps modernes. Nous avons croisé des visiteurs de Taïwan alors que nous entrions dans le bourg de Sikro en août 2012. Elle s'appelle Jianfang Zhui, belle-fille de Jiang Jingguo. Elle revient à Sikro presque tous les ans depuis 1996 pour rendre hommage à ses parents décédés. C'est le mausolée de Wang Tsayu, mère de Chiang Kai-shek. Elle est morte en 1921. Chiang Kai-shek identifia ce site pour construire ce mausolée et depuis, les descendants du clan Jiang ne manquent pas de venir se recueillir devant lui chaque fois qu'ils retournent à leur terre natale. 我记得我第一次陪先生回来的时候，其实就很亲切的感觉了。中国人嘛，家总是一个最温馨、最一个凡事的一个中心点嘛，所以这个是我们的中国人的好习俗啊，对不对？ Dans cette chambre appelée Tseohan, située à côté du mausolée de la mère de Chiang Kai-shek, sont exposés un livre généalogique et clanique des Jiang et de vieilles photos. C'est ici que Chiang Kai-shek et son fils aîné ont passé leur dernier séjour à Sikro. 老人家对于家乡是时常思念的，时常思念，有很多的时间，他们都有记下他们对于家乡、对他们的长者的一些思念之情。 Jianfang Zhui, préposé à la garde des journaux intimes de Chiang Kai-shek et de Jiang Jingguo, connaît parfaitement leur affection pour leur terre natale. Avec l'aide de Jianfang Zhui, le musée de Sikro put acquérir des photocopies d'une partie du journal intime de Chiang Kai-shek, d'après lequel le vœu le plus cher de celui-ci était d'être enterré avec son épouse, Song Mei-ling, à Sikro, après leur mort. 应该是抗战胜利以后，愿无夫妻，两夫妻啊，将来终老于此。终老于此啊，家乡嘛就是啊，生者同乐，死者同乐。 La nostalgie de Sikro ronge toujours les Jiang. Alors quels sont les événements qu'a vécu ce petit bourg beau? Qu'est-ce qu'il a imprimé d'inoubliable dans la mémoire de la famille Jiang? Le bourg de Sikro est adossé au mont Suedo, pittoresque, un lieu porte-bonheur dans l'est du Zhejiang. Il y a 1000 ans, un moine opulent nommé Tzi le fréquentait. Selon la légende, c'était un moine toujours souriant, en tenue négligée, portant un sac sur le dos dans sa tournée de recueil d'aumônes. En raison de cela, on l'appelait le moine au sac.
Et plus tard, on a considéré cette image souriante et à gros ventre comme l'incarnation de Maitreya. Et le temple dans le mont Suedo devint un lieu de culte de ce Bouddha et le haut lieu bouddhique le plus célèbre dans l'est du Zhejiang. Le bourg situé au pied du mont Suedo était appelé Wuling dans l'ancien temps. Selon la légende, Wang Xizhe, un grand maître calligraphe de la dynastie des Jin de l'Est, succombant à la beauté du site lors d'une randonnée, décida d'y rester pour vivre en ermite tout en déclinant à 6 reprises l'offre de l'empereur. De nos jours, ce lieu où Wang Xizhe a vécu sa vie en retiré du monde demeure un Eldorado qui réconcilie de façon harmonieuse l'homme et la nature. Lu Wenguang, un paysan du village de Trangtro, vivant dans cette contrée verdoyante qui respire le souffle de la nature, a établi des liens affectueux avec les animaux sauvages des environs. Il est à même de convoquer par un coup de sifflet ou un cri des canards sauvages, des pigeons, des écureuils et d'autres animaux. Cette ingéniosité lui permet de devenir un éleveur d'animaux sauvages dans cette zone paysagère.来吧！来吧！来了。来吧！还能再喊，还有会来的吗？来吧！我如果喊，他们能来吗？那不会来，这个声音这个不一样的，它的声音的频率不一样，不一样是吧？对，我试一下啊。对，刚才呢就来吧。 Ces pigeons sont évidemment effrayés par un cri étranger. Pour devenir ami de ces animaux, il faut d'abord, semble-t-il, se familiariser avec les montagnes et les eaux locales. Le temps modèle silencieusement Sikro, ce petit bourg millénaire dissimulé entre des montagnes et des ruisseaux. En tant que bourg natal des Jiang, Sikro a gagné progressivement en prospérité et en animation après l'avènement de la République de Chine. 这条街呢，原来是一个比较狭窄的小街。1934年，奉化和新昌的一条公路叫奉新公路开通。蒋介石先生呢，坚持要把这个公路呢放在他的街上。这样子呢，这个小路呢就拓宽到6米宽的，变成了水泥街道了。 哎，因此呢，到西口来的人一看这个街道，那是这30年代，上世纪30年代是很了不起的了，在镇里面是吧？ On peut assister à la danse fascinante du dragon en toile pendant les jours de fête à Sikro. La danse du dragon en toile de Fangcroix est caractérisée par la diversification des formations, la rapidité, la promptitude et la vigueur. Dans l'ancien temps, on dansait la danse du dragon pour demander l'arrivée de la pluie. Plus tard, on l'a dansée à l'occasion du Nouvel An chinois, des célébrations ou des bonnes récoltes. Cette danse, vieille de 800 ans, battait son plein pendant la période de la République de Chine. Chen Xingguo, habitant du village de Tiaozhai, est le plus célèbre artisan de fabrication du dragon en toile à Fangcroix. Son maître, Chen Shesiong, fut l'un des meilleurs artistes de danse du dragon à Fangcroix. En 1946, fut organisé un concours de danse du dragon dans le district de Fangcroix à l'occasion de la fête des lanternes pour célébrer la victoire de la guerre anti-japonaise. 108 équipes étaient en lice. Finalement, l'équipe de Chen Shesiong remporta le fanion du championnat brodé de 4 caractères, dragon palpitant de vie. Chen Shesiong lui-même fut invité à se produire chez les Jiang. 嘉靖国你出来，这个龙啊，我也有回味。哎，那么好，那么一日光一开始嘛，一日光好哎，后面我们这个后面体育都是我们称之人哎，他这个龙头是蒋经国服，他服
这乌龙洞的难度，某个古龙乌龙难度是很大哎，是它是一个一开始将军个一种武起来没，它是一舞一脚，把我们这个村子人一舞一脚给舞起来。你来教我几个这个标志性的动作。哎，好，打开，然后送，哎，弄了如果有，送，哎，说起来，快，哎，弄给了以后呢，嘴巴也被动哎，嘴巴要动的。可以报班的，弄送，快，哎。走，过，那您过去，龙过去。啊，张听，哎，有种气魄。一般是个龙低了去，龙人啊又死了去。龙低了去，你管这个日子干，来开的。对。龙，张听。好，龙一直方便。龙低的时候人也要低。哎，也是吧？哎，走。哎，龙过去，你上去，哎，是吧？哎。La rue longue de 1500 mètres de Sikro est flanquée de bâtiments de style ancien du sud du fleuve Yangtze. Au bout de la rue se trouve la boutique de sel Yutai, lieu de noces de Wang Tsaiyu, maire de Chiang Kai-shek. Wang Tsaiyu讲起是母亲啊，自己命运也开始的时候也有点波折。她嫁了一户人家，也是西口乡下的啊。然后后来没多少时间，老公死了。老公死了，对前途啊、人生啊感到也失望啊，失望嘛就做尼姑去了。他格局村旁边有一个金泽哀，金泽哀小的哀堂，已经这个托人去说了，准备要出家，已经都说好了，要准备出家了。结果这个时候给这个婚姻给说好了，说成了。Wang Tsaiyu plaçait en son fils un espoir immense, à cause peut-être de sa vie très mouvementée. Chiang Kai-shek était tout petit quand son père est mort. Wang Tsaiyu éleva toute seule son fils, à grand-peine. Elle prit le meilleur précepteur de la localité pour lui. Voici l'école de Wuling. C'était le meilleur lycée du pays durant la période de la République de Chine. Chiang Kai-shek le dirigeait en personne. Son épouse, Son Mei-ling, avait participé à la conception de sa grande salle. De nombreux professeurs et savants de grand renom y donnaient des cours. La fondation de cette école a eu des liens directs avec Wang Tsaiyu, mère de Chiang Kai-shek. 那这个就是蒋介石办学的啊，为什么要办武林学校的初衷？他的母亲蒋某一言。就是用所遗家产之办，自办义务学校，教授乡里子弟之应凭实学者。这他是家乡的子弟是免学费的。为什么蒋母他这个会有这样的一个遗言呢？他的父亲也是读书的，读书兼做生意的他也是书香门第出来的他也深深知道知识的重要所以蒋介石等于是人家是7岁8岁上学，他是6岁就上学了，提前入学的属于Durant son âge mûr, Chiang Kai-shek s'en faisait toujours pour sa mère, Wang Tsaiyu. Ici, c'est la maison ancestrale Phang Khao, du clan Dian. Un lotissement de style typique du sud du fleuve Yangtze, de 49 pièces, d'architecture particulière et raffinée, dont la salle Baoben est consacrée à l'adoration des ancêtres de 4 générations du clan Dian. C'est une maison léguée par les ancêtres. Wang Tsaiyu y vécut jusqu'à sa mort. 这种小楼梯别的地方很少见他得知以后把这个故居扩大了，造了个新的4合院，
啊。那么那个时候他母亲就去世了，啊，蒋介石呢很想希望他母亲呢也到新泽来走走，啊，所以因为他母亲是个小脚，走路呢行动不方便，所以有那么个小楼梯，两边也可以扶着走，就很稳。因此你特地给他造了那部小楼梯。这个小楼梯哈。希望他能够魂兮归来。De nos jours, on peut, comme dans le passé, assister à Sikro à des scènes de mariage traditionnelles pratiquées dans l'est du Zhejiang. Dans la région de Ningbo, accueillir la mariée, c'est toute une science. Et le convoi transportant la dot de la mariée s'ébranle et s'étire souvent sur 2 lits, 5 km, dit-on. En 1901, une jeune fille nommée Mao Fu-mei se maria avec Chiang Kai-shek dans la maison Fang Hao. Elle avait 19 ans et était donc plus âgée que de son mari de 5 ans. Avec lui, elle aura un enfant nommé Jiang Jingguo. Dans la mémoire de celui-ci, ses parents se réunissaient très peu, ce qui faisait que les sentiments entre eux devenaient tièdes. Finalement, Chiang Kai-shek prit l'initiative de demander de divorcer d'avec Mao Fu-mei. Celle-ci réclama une seule chose, rester dans la maison Fang Hao après le divorce, à titre de sœur jurée de Chiang Kai-shek pour diriger le ménage. Aujourd'hui, beaucoup de visiteurs à Sikro aiment déguster les petits plats du banquet des Jiang. Ce sont des mets confectionnés à partir de produits locaux et chacun des plats est centré sur une anecdote sur le clan des Jiang. 这个呢叫青团，它是奉化扫墓的时候吃的一种点心。呀，蒋介石他以后这个回乡来，他这个发起毛氏很知道他的口味，所以每天呢都给他做青团。当时呢毛氏住在他的故居分号房，对，蒋介石和宋美龄呢住在这个离分号房有一段距离的乐亭文昌阁。文昌阁。那么蒋介石趁着宋美龄早上有睡懒觉的习惯，蒋介石有早起的习惯。他早上起来呢就溜出来到分号房呢吃这个毛氏给他做的那个青团。然后吃完青团再回到文昌阁。再回到文昌阁。宋美龄。宋美龄还没起来。所以就是瞒过了宋美龄。这个叫鸡汁玉奶。鸡汁玉奶。蒋介石先生呢，他因为牙齿不好，中年以后他牙齿就不好了，所以在这个他的喜欢的菜肴当中呢，特别喜欢这个玉奶头。这个比较软。他的吃法呢，鸡汁玉奶。对。把玉奶头切开，把它煮熟，然后呢，把鸡汁熟的鸡汁注入到这个玉奶那个地方去，用那个温和很慢慢的烤，把这个鸡汁呢渗透到玉奶的内部，所以它从外到里都是鸡汁味，对，它很香很香的。De nos jours, du taro imbibé de bouillon de poulet fumant émoustille papilles et esprits dans l'ancienne rue de Sikro et incite les touristes venus de divers coins à le déguster. À part le taro imbibé de bouillon de poulet, millefeuille est une autre spécialité de Sikro. Cette collation a plus de 200 ans d'histoire. Sa préparation est comme suit. Mélanger de la farine de blé et de la farine de taro, le farcir, le rouler pour obtenir une crêpe, replier la crêpe avant de la faire griller sur un feu de charbon de bois. C'était à l'origine un encas que les habitants locaux adoraient et il devint une spécialité de Sikro durant la période de la République de Chine. 您给我们讲讲这个千层饼为什么叫千层饼？千层饼没有，在顾名思义，它有好多层，17层是没有的，正宗的有27层。27层。对。这是什么馅儿的？这是海苔馅。
海苔馅儿。这是咱们的传统口味吗？这很传统的，传统的口味就是海苔馅为主。现在嘛有黄豆面做的，还有螺旋糟做的。哦，这就烤好了哈。这烤好了，这烤好的，尝尝。尝一个啊。哇，看起来就不错。很脆啊，很脆，而且里边这一层一层的，你可以看得到。有27层嘛，27层都可以看得到。很酥的啊，很酥很脆。这个来尝一个，尝一个吧，尝一个吧，挺好吃的，尝一尝啊，来的来尝海乐的什么饼啊？切蛋饼。Le bourg de Sicro devait sa réputation pendant la période de la République de Chine à entre autres cette villa particulière. Ici c'est la cime du sommet Miaogao, du mont Suedo. Comme elle a la forme d'une plateforme, Chiang Kai-shek y fit construire une villa qu'il baptisera plateforme de Miaogao. Chiang Kai-shek fut obligé d'abandonner le pouvoir à 3 reprises. Il revenait à sa plateforme de Miaogao chaque fois qu'il avait perdu le pouvoir. Or, la plateforme semblait s'écrouler en avril 1949 quand l'armée populaire de libération était en train de traverser le Yangtze pour avancer vers le sud du pays. Chiang Kai-shek, ayant quitté le pouvoir pour la 3e fois, commandait l'armée du Kuomintang depuis la plateforme Miaogao par téléphone et télégramme. Mais ce qu'il avait craint survint finalement. Ses troupes n'ont pu résister à la puissante offensive de l'armée populaire de libération. Le 23 avril 1949, l'armée populaire prit d'assaut Nanjing. Conscient de sa défaite, Chiang Kai-shek alla se recueillir devant la tombe de sa mère et regarder au loin le bourg de Sicro pour la dernière fois, avant de s'embarquer tout triste sur un radeau en bambou prêt à descendre la petite rivière Shanxi. Il quitta à jamais sa terre natale. « 20 jours plus tard, l'armée populaire de libération libéra Fangcroix. Le président Mao Zedong donna cet ordre, ne pas détruire la résidence de Chiang Kai-shek ni son temple ancestral. Aujourd'hui, le bourg de Sicro, qui doit son renom au clan Diang, est un site touristique très original. Chaque année, des descendants du clan Diang vivant à Taïwan viennent à Sicro pour rendre hommage à leurs ancêtres. Sicro tient le rôle de trait d'union spirituel, capable de satisfaire une nostalgie sexagénaire entre les deux rives du détroit de Taïwan. Par les 14 000 dessins de lacs au long corridor, au palais d'été à Beijing, on peut entrevoir la richesse et la plénitude de l'art pictural de Chine. Ce corridor témoigne aussi que la Chine fut l'un des pays qui excelle à utiliser la laque. Grâce aux propriétés intrinsèques de solidité et anticorrosives de la laque, ces dessins restent aussi splendides qu'auparavant malgré des centaines d'années d'existence. Ces dessins de lac sont plus précisément des dessins en couleur de l'art du lac. Le dessin en couleur, à sa naissance, fut aussi un procédé d'induction et est devenu classique aujourd'hui. D'habitude, on fait un fond laqué noir, jaune ou rouge. Puis, à l'aide d'autres lacs de différentes couleurs et des poudres d'or et d'argent, on peint un dessin avec soin, au moyen de pinceaux spéciaux. Comparé à la peinture classique, un dessin en couleur se rapproche plutôt de la copie d'après nature. Le dessin est préalablement conçu par le maître en fonction de la taille et de la forme de l'ébauche du lac. Quand le modèle y est imprimé, le premier travail, qui est aussi le plus important, est d'enduire les couleurs. Cette induction de couleurs est en fait le processus de peinture du dessin sur l'âme de l'objet. Ces riches couleurs ont été préparées avec des couleurs de la peinture à l'huile diluée à l'essence de térébenthine, puis mélangées avec du vernis.
Ceci permet de faire ressortir les contrastes de couleurs de la laque tout en préservant les propriétés anticorrosives et de résistance à la pollution de la laque. La peinture à feuille d'or est un dessin en couleur spéciale sur laque. Selon la couleur du dessin, le dessin porte le nom soit initiation des couleurs sur or plaqué, soit initiation du noir sur or plaqué. On dessine en premier lieu le dessin à l'aide de la laque gommée à l'endroit où la feuille d'or devra être appliquée. Quand la laque commence à sécher et avant qu'elle ne perde sa viscosité, on applique la feuille d'or. D'un coup de pression, le dessin d'or voit le jour. Le choix du moment de l'application de la feuille d'or est essentiel. Si cette feuille est appliquée trop tôt, la laque gommée risquerait d'être enlevée. Si elle est collée trop tard, la feuille d'or risquerait de ne pas tenir. Ce moment est choisi en fonction des conditions climatiques et aussi du type de feuille d'or à appliquer. Tout dépend de l'expérience de l'artisan. On dessine alors les fines lignes sur la feuille d'or. Ce processus qui rend le dessin vivifiant est bien l'initiation du noir. Il existe un autre procédé similaire à celui de plaquage d'or dans l'art du lac à dessin en couleur. Ce procédé est dénommé saupoudrage d'or. Sur un fond uni de laque, on dessine des motifs avec de la laque gommée colorée et, avant que la laque soit séchée, autrement dit pendant qu'elle est encore collante, on saupoudre de la poudre d'or en fonction du besoin du dessin. L'art du lac, plusieurs fois millénaire, nous lègue d'innombrables chefs-d'œuvre de valeur inestimable. Ces trésors représentent non seulement le summum du savoir-faire, mais l'art rayonne aussi de tous ses éclats. Le lac, à dessin en couleur, tout comme la peinture traditionnelle chinoise, est vivifiant et raffiné, gracieux et exquis. De couleurs resplendissantes, il rivalise les éclats du brocart.